Alors aujourd'hui, pour les fans des séries qui sont anthologiques, on va partir sur American Horror Story. J'ai choisi la saison 5 parce que je trouve que la saison 5, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Alors j'ai choisi cette saison-là, la saison 5. American Horror Story a donc une particularité, c'est qu'en plus d'être anthologique, évidemment, chaque saison porte un nom. Chaque saison porte un nom. On a la saison 1 qui s'appelle Murder House. Donc on a la saison 1, Murder House. On a la saison 2, Asylum. On a la saison 3, Coven, ou alors Coven. Euh, on a la saison 4, Freak Show. Et on a la saison 5 sur laquelle on va partir aujourd'hui, Hotel. Pourquoi j'ai choisi Hotel? Hotel est vraiment une saison qui est horrible. Elle est horrible et c'est vraiment la saison pour moi où les personnages ont été poussés à leur paroxysme. Voilà pourquoi j'ai choisi Hotel. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Alors certaines personnes de mon entourage sont fous de euh, sont vraiment en train de me dire que je suis complètement fou d'aimer cette saison-là parce qu'elle est complètement trash et hardcore. Mais voilà, c'est ma saison préférée. Surtout que si vous avez remarqué, un petit détail dans la saison de American Horror Story Hotel, la tapisserie de l'hôtel, c'est c'est la même, enfin pas tout à fait la même, mais c'est presque la même que celle de Shining. Voilà, petit détail. Euh, je vais commencer la fanfiction dès que je le dirai, hein. Je dirai et je commence la fanfiction maintenant. Alors donc voilà, petit résumé, on se trouve dans un hôpital, un hôpital, oups. On se trouve dans un, c'est sûrement parce que j'ai mentionné Asylum que j'ai dit hôpital. Donc la saison 5 d'American Horror Story, on se trouve dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Cortez. Et toute personne qui rentre dans cet hôtel, toute personne qui est confrontée aux esprits de cet hôtel, et toute personne qui se fait tuer à l'intérieur n'en ressort plus jamais. L'hôtel est une sorte de purgatoire ou d'antichambre de l'enfer dans laquelle les âmes sont prisonniers à tout jamais et condamnées à essayer de sortir ou à se répéter. C'est une sorte d'antichambre de l'enfer. Et donc voilà, pour ça que j'ai choisi ça. La fanfiction commence maintenant euh, dans un couloir interminable de l'hôtel, la tapisserie sur le sol, le sang qu'on avait l'impression qui coulait sur le bord de nos pieds, le sang qu'on avait l'impression qui coulait sur nos pieds, sur nos jambes, sur nos bras, l'impression que les murs se rapprochaient, l'impression que devant nous quelque chose allait bientôt surgir, un monstre, un esprit ou quelqu'un qui faisait partie de l'hôtel, l'impression que Elisabeth nous regardait de partout, que chaque porte, chaque endroit, chaque couloir qui était là dans l'hôtel, qui était présent dans l'hôtel, l'impression qu'Elisabeth était en train de nous regarder. Alors que, alors qu'on est en train d'avancer, plus on s'enfonce dans l'hôtel, plus on a l'impression que la sortie s'éloigne. Plus on s'enfonce dans l'hôtel, plus les murs se rapprochent. On se sent finalement tout petit, tout serré. On a l'impression que les murs se rapprochent. On se retrouve face à une porte, tout au bout d'un mur. Tout au bout d'un mur, on se retrouve face à une porte. On longe ce long couloir obscur, dans lequel chaque lampe a été cassée. On ne sait pas qui les a cassées, mais on se le demande. On voit une silhouette obscure, tête inclinée, avec un épaule penchée sur le côté, un bras le long du corps, portant un outil à la main, un outil tranchant. Au début, on entend des rires étouffés. Puis lorsqu'elle ouvre les yeux, on aperçoit ses yeux, brillant dans l'obscurité. On ne sait toujours pas qui c'est. Puis elle s'avance, et une toute minuscule lumière, un fragment de lumière, nous fait apercevoir qu'il s'agit de... Un fragment de lumière nous fait apercevoir
qu'il s'agit de la personne présente devant nous est donc Ramona Royal. Ramona Royal est la personne présente devant nous. On ne pouvait pas s'en apercevoir 2 minutes que c'était elle qui était là. Elle nous regarde fixe, elle nous observe. Elle nous observe comme si on était une montagne de gibier qui avait été descendue et qui avait été attaquée à la machette. Elle nous regarde et nous observe lentement. On sent notre cœur commencer à battre à la chamade. Elle tient une arme qu'elle fait tourner délicatement sur le tapis. La pointe de l'arme tranchante commence à trancher le tapis. Petit à petit, on entend le tapis se détricoter. Elle s'avance sur ses talons, sur ses jambes, elle commence à marcher. Elle commence à marcher. Sur ses jambes, on entend ses jambes légèrement craquer. Elle tombe au sol, nous regarde, se redresse, accroche une main au mur et la deuxième main au mur. Elle s'avance en se tenant contre les murs. Elle ne tient pas bien droit. Elle-même a sûrement été attaquée par quelque chose. Derrière une porte, une lumière et des cris, des respirations étouffées nous donnent envie de détruire cette porte. On ouvre la porte et on y voit des planches de bois qui ont été accrochées. On se sent piégé, pris au piège alors qu'on vient à peine de rentrer. On regarde cette porte et on essaye d'enlever tout les uns après les autres. On essaye d'approcher Ramona Royal. On essaye d'approcher Ramona Royal, qui retourne au fond du couloir, manger une centaine d'enfants, des petits enfants d'une dizaine d'années, qui sont par terre, les cadavres en sang, la bouche ouverte, les yeux ouverts, et ces enfants sont couverts de sang. Ramona Royal les mange, leur arrache une main, leur arrache le centre de la paume de la main, enfonce ses dents à l'intérieur, leur mange l'épaule, bouge les corps, bouge les mains et bouge les bras pour récupérer la chair, les muscles. Elle se nourrit de sang et commence à boire. À chaque respiration qu'elle fait en se penchant en arrière et en s'appuyant sur ses mains, elle nous regarde et nous fixe. On a envie de courir, mais on se sent oppressé. Le simple fait de se sentir oppressé nous empêche de courir. On est tétanisé par la peur. Et derrière ce qu'on a réussi à prendre sur le côté, derrière ce qu'on a pris sur le côté, la poignée de la porte, cette porte qu'on a ouverte, derrière laquelle on a vu une centaine de morceaux de bois qui coinçaient l'entrée, une chambre. On rentre à l'intérieur après avoir pris le couteau, l'arme que Ramona Royal tenait dans ses mains. On ouvre chaque planche, on essaye de forcer comme avec un pied de biche, et on rentre. Une chambre complètement vide. Le monstre brûlé avec cette visseuse entre les jambes apparaît au plafond. On lève les yeux et on tombe sur le lit. 2 mains nous rattrapent, passant au travers des draps, nous attrapent les côtes sur le côté, nous tirent sur le côté. Et on voit des cadavres sur le côté qui sont en train de se faire dévorer. Ramona Royal était-elle dans le couloir ou était-elle dans la chambre avec nous? Était-ce une vision ou simplement quelque chose que nous voyons? Dans cette chambre, l'enfer régnait en vain. On essaye encore de s'échapper, mais tétanisé par la peur. On re-rentre dans ce même couloir où plus rien ne va. La logique disparaît. Les portes mènent vers nulle part. Les chambres semblent isolées. Les chambres semblent parfaitement intactes. Les chambres semblent lavées, alors que personne n'a accès à ce couloir. Mais qui donc peut prendre soin de ces chambres? Qui donc peut laver le sang, alors qu'il y a une centaine de cadavres qui sont en train de jouxter le sol? Les corps étendus, la tête inclinée sur le côté, et ces personnes qui sont en train de boire leur sang. Leurs vêtements semblent anciens, ils semblent là depuis plus longtemps que moi. Dans une chambre sombre à l'étage, Elisabeth rejoint son enfant, Bartholomé. Dans son petit lit, son petit berceau, face à une fenêtre,
qui ne semble jamais avoir été vue de l'extérieur. À un endroit hors du temps, elle rejoint Bartholomé, le tient dans ses bras. Son gros œil noir, sa bouche déformée et ses 3 petites dents. Son petit œil, elle le regarde. Elle le regarde avec tendresse. Parle à Bartholomé, comme son vrai enfant. Elle le repose dans son berceau. Au-dessus de son berceau, des lames et des couteaux sont en train de tourner. Une petite musique est en train de retentir, comme si ce n'était qu'un simple berceau pour enfants. Mais c'est un enfant bien différent que ça. Un agent de police, un agent de police faisant partie de la CIA rentre à l'intérieur. Il cherche Elisabeth pour lui poser certaines questions sur certains meurtres qui se sont passés dans l'hôpital. L'agent de police, disant RAS que rien ne se passe ici, Bartholomé l'attaque. Il tire partout en voyant une sorte de créature le long du sol. Elisabeth se relève, essayant de rejoindre son enfant terrorisé. L'agent de police demande à Elisabeth de suivre. L'agent de police demande à Elisabeth de le suivre, mais elle ne réagit pas. Elle reste là avec Bartholomé dans ses mains, près de la fenêtre, une fenêtre qui ne semble jamais avoir été vue de l'extérieur. Elle reste là avec Bartholomé, et l'agent de police lui demande de venir. Elle dépose Bartholomé dans son lit, dans son berceau. Elle fait aller les petites décorations qu'il y a au-dessus de lui. Le module qu'il y a au-dessus de lui, elle le fait aller, elle le fait tourner, met en route la petite berceuse, et ensuite suit ces personnes. Elle suit ces personnes, regarde leurs armes fixement. Elle n'est pas apeurée, mais elle regarde leurs armes. Elle les suit, referme la porte et dit bonne nuit à son enfant. Installée dans son appartement, les jambes croisées, elle leur sert un verre de whisky. Il commence à poser des questions sur de nombreux meurtres qui se sont passés ici, dans l'appartement, fière d'elle et de ce qu'elle a trouvé dans l'hôpital et ce qu'elle a gardé, fière de son appartement. Elle parcourt son appartement et regarde Donovan, qui est là en train de les regarder eux aussi. Compatissant à tout ce qu'elle dit, à tout ce que dit la comtesse, à tout ce que dit Elisabeth, compatissant à ce qu'il dit, que beaucoup de meurtres se sont passés ici, que beaucoup de personnes viennent ici simplement pour disparaître. La police continue son interrogatoire, mais la police n'est pas dupe. Ils continuent à les questionner, et puis descendent à la réception voir Iris, là où ils demandent plusieurs informations. Iris lève les yeux, voit la comtesse qui la regarde, et qui lui fait signe depuis en haut, depuis le 2e étage. Chut. Elle la regarde et lui dit chut. L'air de dire tu ne dis rien ou tu en subiras les conséquences. Elle ne dit rien, hausse les épaules et demande je peux vous proposer une chambre? La comtesse s'en va et la regarde, l'air de dire ce que tu viens de dire subira des conséquences différentes. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, si c'était bien ou pas, si je m'en suis sorti. Et c'était une légère fanfiction sur la saison 5 d'American Horror Story. J'ai essayé de laisser un bon cliffhanger pour pouvoir... voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé.